Et il est l'heure de parler business entreprise et nous avons avec nous Lolita Gwenvik, chargée de développement et relations entreprises sur la Haute-Garonne de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Bonjour. Bonjour, merci pour cette invitation. Écoutez, avec plaisir. Rappelons ce qu'est la CPME. C'est un syndicat, comment ça se présente ? Donc, c'est une organisation patronale qui a pour but de défendre et d'accompagner les dirigeants de TPE-PME de tous les secteurs confondus auprès des décideurs locaux et nationaux. Et pour le coup, à la CPME 31, on a décidé également de développer le côté réseau professionnel pour attirer plus de dirigeants. Alors justement, on va faire un peu de pédagogie. TPE, PME, dans la tête des gens, ça parle pas forcément, ça représente des entreprises de quelle taille ? Alors aujourd'hui, à la CPME, vous pouvez avoir des structures indépendantes, donc des auto-entrepreneurs, et on peut avoir également des grands groupes qui auront plus de 200 collaborateurs, mais la moyenne de nos adhérents aujourd'hui va être entre des entreprises qui auront entre 5 et une vingtaine de collaborateurs. D'accord. Alors justement, pour ce genre d'entreprise, on doit aussi quelque part s'adapter à l'entreprise, parce que je suppose qu'on ne pilote pas une entreprise où on est charge d'âme, on va dire, on a 200, 300 salariés, que une auto-entreprise où on est seul. Ça va être des difficultés et des problématiques qui vont être totalement différentes. C'est pour ça que vous avez plusieurs organisations patronales qui ont pour but de défendre différentes typologies d'entreprises. Donc aujourd'hui, vous avez le MEDEF, l'UDP et la CPME du coup sur le territoire. Justement, c'est quoi les relations entre ces différentes organisations patronales ? On le voit d'un point de vue syndicat ouvrier, des fois, même s'il y a plusieurs lignes, des fois il y a des rassemblements autour de la même thématique et des mêmes problématiques qui sont communes, où on se dit, la couleur politique, quelque part, on s'en fout, seul le but compte. Au niveau des organisations patronales, c'est pareil, ou vous vous tirez la bourre entre vous ? Alors, je vais parler sur le territoire de la Haute-Garonne. Aujourd'hui, les ententes sont très bonnes. On est ravis. Le but, que ce soit des différentes organisations, c'est de défendre nos dirigeants. Et si on n'est pas rassemblés aujourd'hui avec le contexte politique du moment, ça va être compliqué d'avancer. Donc non, on est plus à se serrer les mains et avancer. On sera forcément plus entendu si on est tous ensemble. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des divergences en fonction des faits. Quand on lance son entreprise, même quand on est déjà installé, l'important on m'a toujours dit, c'est le réseau. C'est de pouvoir réseauter, justement. Beaucoup ne connaissent pas ce terme, le réseautage. Là, pour le coup, pour les entrepreneurs, c'est très présent. Et pour vous aussi, j'imagine. Aujourd'hui, le réseautage, je pense que c'est une clé essentielle pour un dirigeant. Ça permet pour une création d'entreprise de se faire connaître, d'accroître sa visibilité, de faire connaître ses services, son entreprise, son expertise, de rencontrer des personnes et non d'être sur de la prospection uniquement par téléphone ou autre qui, je pense, aujourd'hui commence à s'essouffler et rien ne vaut une rencontre humaine. Le réseautage permet aussi d'accéder à de nombreuses expériences, du mentorat, des retours d'expérience qui ont pour but aussi de faire pérenniser sa structure, d'avancer plus vite, de s'enrichir des dirigeants qui ont beaucoup plus d'expérience et qui sont dans ce partage. Ça va être d'accéder à des formations parce qu'aujourd'hui, se lancer en tant que dirigeant, c'est très simple. C'est quelques manipulations. Mais le problème, c'est qu'on leur demande d'être bons sur divers domaines et là, on ne peut pas tout savoir. Justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque inverse au niveau du réseautage ? C'est le risque, on va employer un terme un peu fort, mais on va dire de la consanguinité, de l'entre-soi, c'est-à-dire qu'on se retrouve à travailler sur un petit cercle fermé, toujours les mêmes, parce que justement, les autres entrepreneurs et tout ça osent pas pousser la porte parce qu'ils se disent, je suis pas du club, j'aurai pas ma place, quoi. Mon point de vue, c'est non. C'est aujourd'hui... que ce soit dans un club à portée business, une organisation patronale ou autre, vous retrouvez différents secteurs d'activité. Alors effectivement, il y a des clubs où ça sera vraiment sur, par exemple, je pourrais vous dire sur la communication, RH ou autre. Nous, le but, c'est que ce soit le plus ouvert possible, que vous pouvez retrouver autant un dirigeant qui va être dans l'industrie, que dans l'aéronautique, que dans le service, de la profession libérale. Forcément, ça va être s'apporter des points de vue différents.
qu'on n'aurait pas forcément si on reste la tête dans le guidon. Et pour moi, je pense que c'est avancer, justement, de s'ouvrir à d'autres portes, que de rester finalement dans son isolement, qui peut nous mettre des freins également. Alors moi, j'ai un peu une question, un fil rouge en règle générale sur tout ça. Vous l'avez dit, c'est super facile de devenir dirigeant d'entreprise. À l'heure actuelle, voilà, vous voulez créer votre micro-entreprise, en 10 minutes, c'est fait. Bon, il y a un manque d'accompagnement quand même derrière tout ça. Et justement, est-ce que tout le monde est capable d'entreprendre ? Parce que être entrepreneur, ça demande aussi, comme vous l'avez dit, c'est pas juste. On peut être un excellent cuisinier, mettons, et décider de monter un service de cuisine en auto-entreprise. C'est pas pour autant qu'on va savoir faire de la gestion. C'est pas pour autant qu'on va. Donc, est-ce que entreprendre, c'est vraiment quelque chose qui est offert à tout le monde ? Est-ce que tout le monde peut entreprendre ? Pas facile cette question. Je dirais que tout le monde peut entreprendre, mais ce n'est pas la vocation de tous. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une expertise où il est bon, et qui veut entreprendre, il peut réussir. Par contre, un bon entrepreneur, comme le dirait mon délégué général, monsieur Nicolas Poux, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne sait pas tout. Et c'est là, justement, où il va mettre des outils en place pour pouvoir avancer, se former et du coup réussir. Et c'est pour ça que vous avez de nombreuses institutions ou des réseaux qui ont des programmes d'accompagnement que je sollicite à suivre pour les dirigeants. Nous, on aura mis en place, par exemple, le programme d'accompagnement qui s'appelle les 10 commandements de l'entrepreneur pour des entreprises qui auront entre 6 mois de création et 3 ans et qui a pour but de pouvoir vivre une dizaine de thématiques et ont pour but de pérenniser leur structure. C'est déjà une avancée et de pouvoir voir ses points faibles, mais également ses points forts. Nicolas Poux, qu'on salue d'ailleurs, qu'on avait eu au micro de Faut se le dire. Les 10 commandements, c'est comment ça se passe ? Il y a un barbu qui descend avec une grosse plaque à marbre avec ce qu'il faut faire et ne pas faire au niveau entreprise ou Mais j'ai cru que c'était toi sur le coup. Non, raté. Non, ça va être des experts qui sont tous dirigeants dans des thématiques qui vont être complètement différentes. On pourra aller à développer sa posture entrepreneuriale, on va pouvoir parler de financement, de juridique, d'aspects plutôt communication, commerciale. Et c'est d'échanger entre pairs, de pouvoir analyser plus en profondeur certaines thématiques et de pouvoir justement avoir déjà des clés en main. Et après, vous avez d'autres programmes qui sont plus intensive aussi. Vous avez des programmes d'accompagnement à la CCI ou dans des réseaux plutôt numériques ou autres. Et après, ça va peut-être aussi donner aux entreprises, aux dirigeants l'envie de se former, parce qu'il faut rappeler aux dirigeants qui cotisent chaque année et qu'ils ont des droits à la formation, qui a pour but aussi qu'ils puissent améliorer leurs connaissances. Et justement, pour ce réseau, est-ce qu'il y a vous avez des méthodes, vous, déjà, peut-être à expliquer aux gens Ils vont sur Tinder. Vous rejoindre, voilà. Est-ce qu'il y a une méthode, vraiment, vous leur indiquez peut-être comment faire pour, ou alors c'est peut-être différent selon les gens? Je pense que c'est une expérience qui va se vivre différemment en fonction de chaque profil. Ça va dépendre aussi de ses appétences. Certains vont chercher vraiment des clubs business qui veulent un retour sur investissement rapidement. Nous, aujourd'hui, on est une organisation patronale. Donc, notre but, c'est d'accompagner les dirigeants, de défendre leurs intérêts, de pouvoir les préparer aussi sur différents aspects, des aspects juridiques, la législation et autres. Donc, ça, après, ça se vit différemment. Et puis, vous avez tellement d'événements aléatoires, c'est à chacun de voir s'il va être plus à l'aise sur du petit comité, du plus gros, si on préfère des choses, des événements sous-thématiques, des événements plutôt conviviaux. Ça, après, c'est propre à chacun. Mais à partir du moment où on intègre un réseau, une organisation patronale ou autre, il faut s'investir. Et s'investir, c'est donc participer. Parce que forcément, il ne pourra pas avoir de découlé en restant chez soi. Tout à l'heure, dans la partie Politisez-vous, on parlait des violences faites aux femmes et plus généralement de la place de la femme dans la société. Être une femme entrepreneuse, c'est facile ou pas ? Non.
Est-ce que ça sera facile un jour? C'est la question, on l'espère. Il faut être positif. Déjà, il y a plus de croissance pour les femmes dirigeantes. Alors, si vous avez les chiffres de l'INSEE, il y a aujourd'hui 40% des femmes qui sont sous un statut auto-entrepreneur, 25% gérantes de SARL, 17% je crois qui sont présidentes de SAS. Par contre, il y a encore des difficultés pour ces femmes, et c'est là où c'est important justement de casser ces préjugés et de pouvoir peut-être intégrer des cercles dédiés aux femmes entrepreneurs pour justement mais faire plus de visibilité, parce qu'aujourd'hui les femmes dirigeantes ont un manque de visibilité par rapport à la place des hommes dans les entreprises. Ça va être aussi faire une avancée par rapport au financement. C'est un fait, mais aujourd'hui, les femmes rencontrent des difficultés pour avoir des financements pour créer leurs entreprises, ce qui, je pense, n'est pas normal. Non. Justement, par rapport à ce qu'on disait, est-ce que vous, à titre personnel, en tant que femme, ou même au sein de la CPME, vous auriez des exemples concrets, justement, d'injustice en la matière? Les injustices, c'est au quotidien. On a les soucis de financement, de visibilité, de stéréotypes de genre. Aujourd'hui, une femme peut avoir des refus de financement. Dans les entreprises... surtout avec des secteurs assez précis comme par exemple l'industrie, le bâtiment ou autre, mais on ne les retrouve pas forcément. Les postes à direction ne leur sont pas forcément ouverts. Donc c'est des choses qu'on rencontre au quotidien. La parentalité aussi est un sujet, de pouvoir concilier vie professionnelle et personnelle. Et c'est pour ça qu'il y a 6 ans, la CPME 31, par le biais de Sophie Ebora et de d'autres dirigeantes, ont monté un programme qui s'appelle Mixer, qui est là justement pour parler de la parité homme-femme en société. Et je vous invite le 30 janvier prochain à vous connecter sur notre chaîne YouTube, où on va vous faire vivre une matinée 100% numérique, où vous pouvez avoir accès gratuitement à des interviews, des débats, des retours d'expérience sur divers sujets, comme oser entreprendre au féminin, la parentalité, des expériences du quotidien qui ont pour but d'encourager la relève et de dire aux femmes, vous aussi, vous pouvez le faire, et peut-être même mieux. On a parlé des problématiques de genre. Est-ce qu'il y a des problématiques aussi de génération? Je veux dire, quand on a 20 ans, 22 ans et qu'on débarque avec la volonté d'entreprendre, est-ce qu'il n'y a pas par moment un phénomène d'entrepreneurs qui ont un âge un peu plus avancé, qui ont donc une expérience un peu plus avancée, à dire, bon, t'es mignon, mouche ton nez, repars à l'école et puis reviens quand tu seras grand, quoi? C'est vrai que c'est plus complexe, je dirais, pour avoir une crédibilité face à des personnes qui vont être beaucoup plus âgées, qui auront une expérience plus significative. Mais aujourd'hui, d'être jeune, c'est apporter de l'innovation, de la fraîcheur, des nouveaux concepts. Il faut aussi pouvoir se mettre à jour. Et je pense que c'est une force, mais c'est vrai que, comme chaque dirigeant à tout âge, il faut être accompagné et être entouré. Justement, l'entourage, c'est important aussi. Il y a Tony Jazz, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un entrepreneur bordelais qui a notamment composé de musique de Barack Obama pour ses campagnes et qui travaille avec une femme entrepreneuse de Montréal. Et il dit souvent que il a autant envie que ses amis réussissent que lui, parce que sinon avec qui il partira en vacances. Est-ce que l'entourage est très important, ou alors c'est le petit truc en plus, c'est presque accessoire? Est-ce qu'il compte vraiment l'entourage quand on se lance dans l'entrepreneuriat? C'est essentiel. Pour moi, comme on se disait, se lancer, c'est assez simple, c'est rapide. Mais si on veut pérenniser sa structure, les efforts que la personne va mettre, il faut s'entourer, que ce soit de professionnels, donc d'un bon expert comptable, par exemple, d'un avocat. Ça peut être de s'entourer d'un syndicat patronal pour justement tout l'aspect juridique. Ça peut être s'entourer dans un réseau pour sortir de l'isolement, d'être accompagné. Mais aujourd'hui, c'est pas facile. Et je pense que si on reste seul, c'est complexe. Il faut pouvoir s'investir. Comme on aime le dire à la CPME, seul on est entendu, mais à plusieurs on avance. Alors justement, concrètement, imaginons moi demain, je suis auto-entrepreneur. Ça tombe bien, d'ailleurs, je le suis. Mais voilà, je veux rejoindre la CPME. Comment ça se passe concrètement ?
Je suis toujours adepte d'une rencontre autour d'un bon café, qu'on puisse se rencontrer, échanger, déjà présenter plus en détail ce qu'on fait aujourd'hui pour les entreprises, découvrir votre projet, savoir vos attentes, si ça correspond à ce qu'on propose. Et après, c'est une démarche qui est très simple de notre côté. La seule condition, c'est de disposer d'un SIRET, parce qu'aujourd'hui, toute entreprise qui veut être accompagnée et défendue doit l'être, et donc on ne peut refuser personne. D'accord. Par contre, il vaut mieux vous rencontrer à 8h du mat qu'à 11h30, parce que si vous enchaînez les rendez-vous avec un café à chaque fois, vers 11h30, il n'y a plus la zénitude, c'est ça? Si, je passe au thé, à l'eau. Et puis par contre, à 19h, c'est le vin, donc c'est plus compliqué. Dans l'entrepreneuriat, les réseaux sociaux, c'est important. On voit beaucoup... moi, je pense toujours au cauchemar en cuisine avec Cédric. On est très adepte des réactions de cauchemar en cuisine. Et souvent, ce qui pêche, c'est la communication. En réalité, de l'entreprise. Donc là, pareil, est-ce qu'il y a des propositions qui sont faites pour aider les entrepreneurs qui se lancent, ou même ceux qui sont lancés depuis très longtemps et qui n'ont pas suivi ce chemin-là? Alors moi, je dirais que la communication, elle est essentielle. Moi-même, j'utilise les réseaux pour pouvoir communiquer sur notre organisation, de vous rencontrer, vous découvrir. Après, il faut savoir cibler quel réseau correspond à sa structure. Pour moi, si on est sur du B2C, peut-être vaut mieux viser, par exemple, on peut les citer? Alors, on va préciser, le B2C, c'est business to consumer, c'est-à-dire que si vous travaillez directement avec, avec des particuliers. À ne pas confondre avec le B2B, qui est le business to business. T'as vu, je parle le pas. Oui, je sais, c'est pour ça. Qui est justement du travail d'entreprise à entreprise. C'est ça. Donc, le B2C, moi, je conseillerais plus d'aller sur Instagram, Facebook. Pour du B2B, LinkedIn me paraît essentiel. Après, forcément, il faut peaufiner aussi en fonction des services proposés. Mais il faut être visible. Après, certaines personnes n'ont aucune appétence pour le sujet. C'est pour ça que vous avez des community managers, des sociétés qui sont dans la communication, qui sont là justement pour le gérer pour vous. Mais être visible, que ce soit physiquement en intégrant des réseaux ou autres, mais il faut être aussi numérique pour se faire connaître et peut-être aller un peu plus loin que les frontières. Nous, on peut proposer des sensibilisations, par exemple, de 2 heures sur ces sujets-là. Vous avez forcément des focus aussi dans certains programmes d'accompagnement. Et puis après, je pense que ça va être aussi de se tourner vers des professionnels si on peut rencontrer des difficultés sur ces leviers. Mais oui, il faut communiquer. Mais il faut passer par des professionnels, j'aurais tendance à dire, alors là, désolé, c'est peut-être le community manager à moi qui parle, mais c'est vrai que l'erreur que font les gens, comme vous l'avez dit, il faut bien cibler ces réseaux, parce que si vous voulez être partout, quelque part, vous êtes nulle part, et faut pas oublier un truc, alors désolé, je vais être un peu martial dans ma comparaison, mais en fait, si on compare ça, entre guillemets, à une guerre ou à un FPS, il y a plein de gens qui ont tendance à croire que le community management, faut y aller à la Kalachnikov, c'est-à-dire on passe en automatique, on tire dans le tas, non. Le community management, c'est du snipe. C'est on vise sa cible et chaque balle doit toucher. C'est voilà. Désolé, ce n'est peut-être pas très heureux comme comparaison, mais je trouve que c'est assez éclairant, quoi. Non, mais effectivement, il faut avoir une cohérence, une identité aussi. Et puis si c'est pour poster, au bout d'un moment, ça a pas d'intérêt, ça a pas de sens. Et du coup, ça en découle aussi peut-être à des choses qui sont pas forcément positives. D'ailleurs, petit tuyau magique, je vous file le truc gratos. Il y a plein de gens, une question qui revient souvent, c'est à quelle heure il faut poster. Alors en fait, l'heure idéale pour poster, c'est un concept qu'on a inventé nous, les community managers. Comme ça, vous allez tous poster au même moment. Et nous, le reste du temps, on a les réseaux pour nous tout seuls. Voilà, c'était le petit tip de Business et vous. Lolita Goenvik, quel est votre parcours à vous? Mon parcours professionnel. Mais écoutez, il est très simple pour le coup. Obtention d'un baccalauréat, un déménagement qui a fait que j'ai quitté ma ville natale en Bretagne pour venir dans le sud. Un parcours qui a été qui devait être éphémère dans la restauration et qui finalement a été plus long que prévu. Une petite reconversion dans l'automobile et depuis bientôt maintenant 4 ans à la CPME où je pense avoir trouvé ma place qui est plutôt dans le développement, le
le côté commercial, parce que pour moi, c'est essentiel d'être au contact des personnes. Et j'ai pu découvrir que le côté paperasse n'était pas fait pour moi. C'est un grand écart quand même de la restauration à l'automobile, mais c'est aussi un truc qui est très réel et très actuel. C'est vrai qu'avant, on avait tendance à rentrer dans une entreprise, à faire le pot de départ, enfin le pot d'arrivée, le pot de départ à la retraite avec les mêmes collègues. Là, on s'aperçoit de plus en plus que les gens, en fait, ils n'ont pas un métier, ils en ont minimum, je crois que c'est 2-3 par personne, voire même un peu plus sur chaque vie. Aujourd'hui, la formation, c'est un sujet qui touche tout le monde. Je dirais qu'après le Covid, encore plus, énormément de reconversion, de chercher sa voie, de se trouver. Je pense aussi que le recrutement, a évolué, a changé. Aujourd'hui, trouver un profil qui va rester plus d'une vingtaine d'années dans une structure, je pense que c'est plus d'actualité. Il en reste, mais ils sont rares. Donc, il faut avancer avec son temps. Sur certains secteurs d'activité, d'un point de vue personnel, peut-être être moins gourmand. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande des qualifications pour des postes où je pense qu'en interne, une simple formation de 2-3 jours, peut-être plus, suffit largement. Et regarder peut-être un peu plus la motivation de la personne en face. Et ça peut découler à de belles choses. Et personnellement, je pense que dans toutes les structures que j'ai pu intégrer, sur ce fait-là, j'en suis la preuve. Mais par contre, aujourd'hui, un chirurgien, on va pas lui demander d'avoir un simple baccalauréat, et heureusement. Non, mais c'est vrai que c'est assez marrant quand on prend justement sur les recrutements, très souvent les fiches de poste. Alors, ils demandent un truc, la personne est censée pouvoir occuper 6 postes à la fois. De préférence, ils veulent quelqu'un de 20-22 ans, parce qu'à cet âge-là, les vieilles teignes comme moi, 48 balais, ça marche pas, on ne refait pas. Mais à 20 ans, 22 ans, on est malléable. Et 5 ans d'expérience. Donc, en fait, il faut avoir obtenu son BTS à peu près en grande section de maternelle. Sinon, ça marche pas, on n'a pas le... Donc, est-ce que justement, là-dessus, il n'y aurait pas des choses à revoir et à repenser, à rééduquer, j'ai envie de dire, les patrons, et il y a ce côté-là, et de plus en plus, il y a des secteurs, on parlait tout à l'heure des secteurs de la com, de plus en plus, ils prennent des alternances ou des stagiaires. Alors, prendre des jeunes en alternance, c'est très bien, mais quand vous les formez, gardez-les. C'est pas, on en prend un, hop, c'est bon, là, il commence à coûter cher, allez, hop, on le vire, on en prend un autre, quoi. Après, il y a des difficultés qui sont quand même un peu plus complexes, où je serais peut-être pas la meilleure pour en parler, mais il faut pas oublier que nos dirigeants ont des charges qui sont énormes sur les salaires de leurs salariés, et ce seront les premiers à vous dire qui préféreront donner ce qu'ils donnent à l'État à leurs salariés que où vont l'argent. Il y a ce fait-là, et je pense que baisser les charges déjà pourrait améliorer la condition de travail de beaucoup. L'emploi, le recrutement irait beaucoup mieux. Après, il y a des secteurs qui souffrent, il y a des secteurs qui recrutent, le bâtiment, l'industrie et autres, et qui ne trouvent pas de main-d'œuvre. Donc là, c'est peut-être aussi à revoir sur l'orientation, de pouvoir faire connaître des métiers. Moi, maintenant, si j'avais su, j'aurais pris peut-être un autre virage et j'aurais fait totalement différemment. Mais c'est des sujets où je pense qu'on en est tous conscients. Sauf qu'on attend que ça avance, et c'est pour ça que c'est important de se réunir, de faire entendre la voix de chacun, et de pouvoir, espérons, faire avancer les choses plus rapidement. Justement, est-ce qu'il n'y a pas de la pédagogie à faire là-dessus? Parce que vous le dites, il y a des secteurs qui sont en souffrance. On entend très souvent dans la bouche des gens, ouais, mais les gens, ils veulent pas travailler. Regardez, dans la restauration, ça cherche. Vous avez bossé en restauration, vous allez en témoigner, je pense. C'est pas parce qu'on sait faire la cuisine et la vaisselle à la maison et qu'on est capable d'amener à manger à des gens quand ils viennent manger chez vous, qu'on est formé pour faire de la restauration. C'est des métiers. Parce que moi, quand on me dit, faut partir de la restauration, il y a ouais, mais c'est un métier. Je trouve que c'est mépriser les gens qui travaillent dans la restauration que dire, allez-y, c'est à portée du premier idiot venu, quoi. Moi qui ai fait de la restauration, je peux le dire, c'est complexe. C'est formateur sur beaucoup de sujets. Après, oui, la pédagogie est très importante. Et après, aujourd'hui, c'est pas fait pour tout le monde. Si on parle de restauration, moi étant jeune, sortant d'un diplôme tout frais, c'était l'occasion parce qu'ils demandaient pas plus d'expérience que ça. Mais après, c'est un métier de passionné. Soit on y fait le début de sa carrière et après on prend un virage. Soit ce sont des personnes qui vont finir par monter leur restaurant, leur commerce, et des personnes qui iront loin. Mais c'est pas fait pour tout le monde. C'est comme les
des espaces verts, plein de sujets comme ça, et c'est à apprendre aux plus jeunes. C'est pour ça aussi qu'il y a des avancées dans les écoles. On a des stages, un peu plus de stages qu'à mon époque. Alors j'imagine pas la vôtre. Il y a des avancées qui restent quand même toutes douces, et c'est vrai qu'il y a des pas à faire. Mais c'est pour ça que vous avez aussi des organisations qui en parlent. Par exemple, vous avez les compagnons du devoir liés au bâtiment qui vont faire beaucoup de présence dans les écoles pour justement expliquer et casser aussi les stéréotypes qu'on peut avoir sur certains métiers et montrer que oui, c'est difficile, mais il y a de belles choses aussi. Des fois, on commence dans la restauration, on termine à animer Toulouse et vous, n'est-ce pas, monsieur Chiavassa? C'est des choses qui arrivent, en passant par la voiture de temps en temps. Lolita Gunvik, merci d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle, un chargé de développement et relations entreprises de la CPME Haute-Garonne. Et si la question, si on veut, si on veut contacter la CPME, comment on fait? Vous avez un 3615, vous avez un caramel, comment on vous contacte? Eh ben, écoutez, on parlait de réseau tout à l'heure. Je suis présent sur LinkedIn. Vous me retrouverez facilement Lolita Goenvik. Et après, si vous tapez CPME 31 sur notre ami Google, vous aurez notre 05 et on est joignable pendant nos horaires d'ouverture, évidemment. Et ça marche aussi sur Yahoo et sur tous les autres moteurs de recherche. C'est vrai. C'est vrai. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, on reviendrait dans Toulouse et vous. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. On passe à la suite.